Donc, comme Guillaume Naon vient de vous le dire, quand on a réfléchi à ce cycle, nous l'avons pensé d'abord en 2 temps qui deviennent 3, mais un premier temps donc consacré au lieu, dont c'est la dernière conférence aujourd'hui, et puis avant de s'occuper des gens de justice et des justiciables. Alors évidemment, comme tout découpage, comme tout plan, il y a un peu d'artifice, puisqu'on peut difficilement séparer les espaces des événements qui s'y déroulent et des acteurs qui y jouent. Et vous verrez que la rue, puisque c'est le lieu que j'ai choisi au moment de l'affaire Dreyfus, la rue évidemment est très peuplée d'acteurs anonymes ou célèbres au moment de l'affaire Dreyfus. Donc la rue, on en a déjà parlé au cours de conférences, puisqu'on a vu que le gibet ou les exécutions étaient publiques, enfin que le gibet était dans l'espace public et que les exécutions étaient publiques, et que donc la rue et la réaction du public avaient forcément une importance considérable dans l'exercice de la justice. De justice et de rue, il est question tout au long de l'affaire Dreyfus. Et c'est ce que je vais vous montrer en faisant d'abord une introduction un peu longue pour situer les éléments, et puis après en 2 parties, en vous montrant d'abord l'atmosphère du procès Zola, et puis la façon dont il a été utilisé par les 2 camps dans une stratégie de démonstration et de conquête de l'opinion. Alors, de justice, il est question tout le temps. Vous avez là une caricature italienne. On voit les affaires de la France. Donc, on est accablé d'affaires. L'affaire Dreyfus, l'affaire Zola, l'affaire Picard, l'affaire Henry, l'affaire Esterhazy, etc. Ici, j'ai repris dans un tableau les différents procès, donc en partant de Lebois et des travaux de Vincent Duclerc, des différents procès qui ont émaillé l'affaire. De très nombreux procès ont émaillé l'affaire devant des juridictions différentes. Donc vous voyez d'abord, concernant le principal protagoniste, le premier, le Conseil de guerre du 19 au 22 décembre 1894, qui le condamne, puis la révision devant la Cour de cassation. Donc c'est une très longue enquête qui d'abord concerne la chambre criminelle de la Cour de cassation, puis une fois cette chambre criminelle dessaisie parce qu'elle est suspectée d'être trop dreyfusarde, les chambres réunies, puis donc la Cour de cassation renvoie Zola devant un nouveau conseil de guerre qui va se dérouler donc du 7 août au 9 septembre 1899. Dreyfus est à nouveau condamné, il sera gracié quelques jours plus tard. Et donc, pour être réhabilité, il faut un nouveau passage en Cour de cassation, sans renvoi cette fois. Et c'est en 1906 seulement que Dreyfus sera réhabilité. Alors, à côté de ce procès Dreyfus, il y a des procès connexes. Je reprends là l'expression de Vincent Duclerc. Donc, le procès Esterhazy. Esterhazy, c'est le vrai faussaire qui passe en conseil de guerre au début du mois de janvier 1998 et qui est acquitté. Et c'est à la suite de cet acquittement que Zola va écrire le 13 janvier « J'accuse ». Le procès Zola devant la cour d'assises de la Seine, donc du 7 au 23 février 1998, et qui est cassé pour vice de forme, renvoyé devant la cour de Versailles. Et puis des instructions Fabre ou l'affaire Picard qui concernent le colonel Picard qui a découvert que Esterhazy était le véritable coupable et que Henry était un faussaire. Donc voilà, vous voyez qu'il y a plusieurs juridictions qui sont concernées, des juridictions militaires, des juridictions civiles, mais l'affaire est émaillée de procédures successives et qui sont reliées les unes aux autres, et c'est précisément ce lien entre les unes et les autres qui fait tout l'argumentaire des Dreyfusards. J'aurais pu ajouter là les procès connexes, mais on pourrait ajouter des procédures latérales. Par exemple, le procès de la veuve Henry contre Reynac, donc puisque Henry, le faussaire, se suicide et ensuite, comme il a été désigné comme faussaire par Reynac, la veuve Henry lui intente un procès en diffamation. On pourrait citer encore le procès de Judet, qui est un publiciste nationaliste, contre Émile Zola, de Zola contre Judet, puisque Judet a écrit un article infamant pour la mémoire du père de Zola, et donc voilà. Donc il y a tout un tas de procédures, à la fois certaines sont liées au procès, à la procédure Dreyfus, et puis d'autres sont latérales, mais la presse relate des procès tout le temps au moment de l'affaire Dreyfus. Alors pourquoi le procès Zola ? Bon, l'écrivain lui-même dit « Tout est parti de là. Depuis, pas un fait ne s'est produit sans qu'on se reporte à mon procès. C'est la Bible. Il a tout connu en germe. » En fait,
Pourquoi c'est un procès important? Parce qu'effectivement, le procès Zola marque vraiment un pic dans le degré d'attention de la presse et de la mobilisation de l'opinion. Vraiment, au moment le procès Zola, c'est un procès qui se joue, on pourrait presque dire, je vais y revenir, devant la France entière, à travers les comptes rendus qu'on peut en lire dans la presse. Et donc c'est vraiment notamment important avec les comptes rendus. Il va y avoir des comptes rendus du procès qui sont publiés in extenso dans la presse quotidienne. La rue, pourquoi la rue? Parce que la rue, elle est tout le temps présente au moment de l'affaire Dreyfus. Donc là, on voit la rue qui acclame Esterhazy en janvier 98 après son acquittement. Mais, donc c'est dans le petit journal. Mais on pourrait dire que le procès, il a commencé dans la rue avec cette image que vous connaissez, qui est très célèbre, le moment où Dreyfus est dégradé dans la cour de l'école militaire. Cette image est très célèbre, mais voilà la dégradation d'Alfred Dreyfus le 5 janvier 1895, et on voit déjà que la foule est présente, on voit la foule dans les arbres ou sur des escabeaux de fortune, la foule qui est là pour assister à cette dégradation, et on a de très nombreux témoignages de personnalités qui ont assisté à ce témoignage. Alors, on a souvent critiqué Dreyfus pour sa raideur, son manque d'émotion au moment de cette affaire. Il a gardé un contrôle tout militaire, et donc certains ont voulu y voir une preuve finalement il n'était pas ému, c'est qu'il était coupable. Alors il y a des articles à l'époque qui disent il faut écarter les sauvages de la justice. Déjà, on reviendra sur ce thème, mais effectivement, quoi qu'il ait fait, de toute façon, il était coupable. Alors, à défaut de vous citer tous les témoignages qu'on a de ce moment, je vais quand même citer celui de Zola, donc qui n'était pas là, mais qui écrit ses impressions d'audience plus tard. Il dit « D'abord, je crois à la nécessité d'un avant-propos », donc pour ses impressions d'audience concernant son propre procès. « Comment je me suis trouvé engagé dans l'affaire ? Je n'ai pas assisté à la dégradation publique, mais le récit m'en est parvenu, et m'en émoi au point de vue humain, tous contre un qui crie son innocence, la férocité de la foule. » Donc déjà, la foule apparaît féroce à ce moment-là. Alors, la foule et le public et la rue sont présents tout au long de l'affaire. Ils sont présents encore après la publication de J'accuse à la une de l'Aurore le 13 janvier 1898. Ça suscite de très nombreuses manifestations, notamment des manifestations étudiantes dans Paris, mais disons que donc ça touche Paris dès le 14 janvier, et puis ça se diffuse dans la France entière, d'abord les grands centres urbains, puis à partir du 20 janvier, les villes moyennes, et même des petites villes qui sont touchées par ces mouvements. Et les archives nationales conservent par exemple la trace de 69 mouvements différents, 69 manifestations dans 55 villes françaises au cours des mois de janvier et février 1898. Donc suite à la publication de J'accuse, et puis après pendant le procès Zola qui se tient du 7 au 23 février 1898. Alors, ces manifestations, elles partent souvent du quartier latin à Paris, et puis elles se rendent soit dans le quartier des journaux, soit devant le domicile de Zola, rue de Bruxelles, dans le 9e arrondissement. Je continue pour vous dire que la rue est présente tout au long de l'affaire parce que donc il y a la presse qui circule, j'y reviendrai, mais il y a aussi des affichages. On a conservé de très nombreuses affiches. Vous connaissez peut-être celles qui sont très violemment antisémites, caricaturales, du musée des horreurs, des affiches anti-dreyfusardes qui ont été publiées, mais il y a eu aussi des affiches officielles, puisqu'il y a eu 2 moments d'affichage dans les 36 000 communes de France. Le 7 juillet 1898, quand le ministre Cavaignac fait un discours à la Chambre pour annoncer des preuves irréfutables, fausses, de la culpabilité de Dreyfus, la Chambre vote l'affichage dans toutes les communes de France de ce discours. Et un an plus tard, au moment de l'arrêt de la Cour de cassation, c'est-à-dire quand le procès de 1894 est cassé, la Chambre vote à nouveau l'affichage dans toutes les communes de France de l'arrêt de la Cour de cassation qui rompt le procès du Conseil de guerre de 1894. Donc vous avez là un exemple de cette affiche, donc elle a été affichée partout. Alors non seulement elle est affichée, mais elle est commentée. Et donc dans les journaux, on rend compte des maires qui n'ont pas voulu l'afficher, parce qu'il y a des maires de France qui ont refusé d'afficher l'arrêté de la Cour de cassation. Donc il y a à la fois une enquête des préfets. Les préfets font une enquête pour savoir qui
dans les départements, quelle mère aurait pu refuser d'afficher l'arrêt. Et puis il y a des journaux de réfusards qui invitent leurs lecteurs à dénoncer les mères qui n'auraient pas affiché l'arrêt. Et puis il y a des simples citoyens qui se rendent compte que l'affiche n'est pas affichée dans leur commune ou qu'elle n'est pas affichée correctement, qu'elle est affichée à l'envers, qu'elle est dans un placard. Et donc ils écrivent pour le dire. Alors juste pour l'anecdote, dans les Landes, aux archives départementales des Landes, j'ai trouvé deux petites lettres adressées au préfet pour dénoncer le maire d'une commune qui n'a pas affiché l'arrêt. Donc il répond au préfet qui s'enquiert de l'affichage qu'il était en vacances et que vraiment on exagère. Et il se moque en disant « Je ne savais pas qu'il y avait des intellectuels dans ma commune ». Donc effectivement, voilà, les intellectuels en question, hein, c'est un vacher, un simple citoyen, enfin voilà. Donc ils se moquent, mais tout ça pour vous dire que voilà, l'affaire, elle est dans la rue parce qu'il y a des manifestations, parce qu'il y a des gens qui peuvent s'arrêter devant une affiche, donc la rue, elle est présente tout au long de l'affaire. Alors j'avance et donc un dernier thème, la foule. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Au moment de l'affaire Dreyfus, l'attention portée aux foules s'est accrue à la fois dans le champ littéraire, dans les œuvres de Zola lui-même, dans Germinal par exemple, on voit la foule en action, mais aussi dans un champ scientifique, dans un champ de la sociologie nouveau, qui est apparu dans les années 1880-90, et c'est la psychologie collective, la psychologie des foules. Qui donc s'intéresse à ce sujet. Donc il y a 4 théoriciens importants. Gustave Le Bon, c'est peut-être celui que vous connaissez le mieux ou dont vous avez entendu parler, mais on pourrait aussi citer Scipio Sigal, Henri Fournial et Gabriel Tarde, qui ont tous écrit des ouvrages scientifiques de sociologie des foules, si vous voulez, et donc j'ai mis en rouge les années de parution de ces ouvrages, parce qu'on voit bien que ces ouvrages paraissent à la veille de l'affaire. Alors pour aller un peu vite, je vais un peu caricaturer, mais ils essayent d'expliquer le mécanisme de la foule et ils considèrent que la foule est irrationnelle, qu'elle est influençable, qu'elle est séductible, je ne sais pas, qu'elle est violente et que la foule, en fait, c'est pas une somme d'individus qui chacun réfléchissent, mais c'est une masse qui n'est pas capable de réfléchir. Donc ces théories, surtout, ne sont pas des théories confidentielles. Le livre de Gustave Le Bon, c'est vraiment un best-seller. Scipio Sigal, il est très vite traduit, c'est un Italien, il est très vite traduit en français. Et donc il va y avoir très rapidement des articles dans des revues, comme la revue des Deux Mondes, enfin des revues qui ont un public lettré, mais aussi petit à petit, au moment de l'affaire, des articles dans des journaux quotidiens. C'est-à-dire que les quotidiens vont reprendre ces théories pour expliquer les mouvements de l'affaire. Et ces théoriciens, particulièrement Scipio Sigal, qui correspondait avec Zola, voient dans l'affaire Dreyfus un cas d'école de leur théorie. Alors, Gabriel Tarde nous intéresse particulièrement. Il introduit une nouvelle notion, celle du public, et il explique qu'on est passé de l'ère des foules à l'ère du public. C'est-à-dire que la foule, c'est un ensemble d'individus rassemblés en un lieu et qui sont présents physiquement, alors que le public, c'est cette foule démultipliée par la puissance de la presse. On est vraiment au moment de la presse de masse, et je vous ai dit, on peut suivre en direct les différents procès, et donc les effets de foule sont démultipliés par la presse. Alors ici, pour abonder dans ce sens, vous voyez, on voit 2 cartes postales en fait. Donc il y a des cartes postales qui se diffusent au même moment. Il y a des milliers de cartes postales sur l'affaire Dreyfus. Et on voit aussi sur ces cartes les journaux qui sont distribués dans les rues de Paris. Et donc la présence du public, enfin un public judiciaire, on pourrait dire, dans les rues de Paris. Voilà, donc j'en viens à ma première partie, au procès Zola. Puisque c'est un procès public, c'est pas un procès à huis clos, c'est un procès parisien, et donc il a vraiment un retentissement partout. Et d'ailleurs, les services de police se font adresser très régulièrement des rapports pour savoir quel est l'état des esprits au moment du procès Zola. Donc pourquoi le procès Zola ? D'abord, c'est une réponse donc à la publication de l'article. Zola publie l'article « J'accuse » donc à la une de l'Aurore le 13 janvier 1998, et donc un procès pour diffamation est lancé par le ministre de la Guerre, le général Billot, contre Zola. Donc la plainte est déposée le 20 janvier 1998 entre différentes possibilités de procédure. C'est la solution qui a été adoptée. L'assignation porte sur un très court extrait du texte où Zola estime que le verdict de 1994 a été fait par ordre, illégalement.
Et Zola lui-même, dans son texte, j'accuse, écrit, et c'est volontairement que je m'expose, donc il le sait, c'est délibérément, c'est précisément pour donner une publicité à l'affaire Dreyfus et permettre qu'on parle de l'affaire si jamais il était attaqué. Toute la stratégie de la défense pendant le procès, ça va être précisément de montrer, de prouver cette illégalité, puisque s'il y a bien eu illégalité en 1894, il n'y a pas de diffamation dans le texte de Zola. Mais bon, il n'y a pas de suspense, très rapidement, le président dit « la question ne sera pas posée », une phrase qui a été souvent reprise, donc il n'est pas question de parler du procès Dreyfus. Au cours du procès Zola, on sépare les deux affaires. Et les procès, ça va vraiment être une bataille d'experts judiciaires pour savoir de quelle manière on peut faire ressurgir le cas Dreyfus à l'intérieur du procès Zola. Bien, alors l'affluence de la foule, donc un extrait ici, mais je vais vous le lire, donc paru dans le Petit Parisien le 8 février, c'est-à-dire le lendemain de la première audience. Jamais procès n'avait été attendu avec autant d'impatience et de curiosité. Ce qu'il a été dépensé dans la matinée de diplomatie par des curieux désireux d'assister à ces intéressants débats est inappréciable. Combien aussi de gens ont été déçus. 2 journalistes de New York, dont un dessinateur, sont arrivés hier matin à Paris. À 9h, ils étaient au palais de justice pour obtenir des entrées. Le président de la presse judiciaire s'est aimablement mis à leur disposition, mais n'a pu leur offrir que 2 places debout. Nos confrères d'au-delà des mers se sont montrés satisfaits. Il eût été vraiment regrettable qu'ils ne puissent trouver un petit coin après un si long voyage. Et de fait, ils étaient rares, les petits coins. Pas la plus petite place n'était restée inoccupée. Jamais nous n'avions vu dans la salle des assises, nous ne dirons pas pareille affluence, mais semblable cohue. Dès 10h du matin, des personnes munies de cartes délivrées par le préfet de police, personnes appartenant, paraît-il, à des ministères, faisaient queue à l'entrée réservée aux magistrats et aux jurés. D'autre part, une multitude d'avocats se pressaient en masse, serrés à la porte réservée aux membres du barreau de Paris. Bref, à 11h30, il était inutile de songer à pénétrer dans le prétoire, dès ce moment archi-comble. Alors, comment fait-on pour entrer dans la salle d'audience ? Alors, il y a plusieurs solutions. Vous voyez que là, les journalistes new-yorkais, c'est la presse judiciaire qui leur fournit des places. La presse judiciaire, c'est une association, une des plus anciennes associations de presse, donc qui rassemble les journalistes spécialistes, les chroniqueurs judiciaires, et donc l'huissier leur réserve quelques places à l'intérieur du tribunal. Donc pour les confrères américains, c'est un moyen d'entrée. Sinon, il faut une carte. On vous dit dans le texte, il est question de cartes délivrées par le préfet de police. Donc il y a des cartes délivrées par le préfet de police, il y a aussi des cartes délivrées par le président du tribunal, donc le président Dellegorte. Là, il aurait reçu 3000 demandes de cartes d'entrée. En fait, ça se faisait, le président de la cour d'assises pouvait convier des invités pour les procès un petit peu spectaculaires, et donc il pouvait offrir à des invités de marque ou à des connaissances des places assises dans le tribunal. Alors pour ceux qui n'ont pas... donc toutes ces cartes, elles sont nominatives, elles sont signées par le président et elles sont nominatives, mais bon, rien n'empêche qu'elles circulent. Sinon, il n'y a pas beaucoup de solutions à part faire la queue, parce que la salle est comble. Le vestibule de Harley, donc la galerie devant la cour d'assises, est comble aussi, les escaliers sont combles. Il faut faire la queue sur la place Dauphine. Et on peut, au-delà de faire la queue, tout le monde ne va pas pouvoir entrer, donc la place Dauphine va être comble, et il va y avoir même du monde aux fenêtres des immeubles de la place Dauphine, puisqu'on peut louer ces fenêtres pour permettre à des gens d'assister au procès. Mais surtout, quand on ne veut pas faire la queue, on peut trouver des camelots qui peuvent faire la queue pour vous, moyennant finance. C'est-à-dire qu'il y a des camelots qui vont être très tôt au tribunal, le matin, vers 4h, 5h du matin, et qui vont faire la queue pour des personnalités qui reviennent prendre leur place ensuite. Donc la foule se presse. Tous les jours, les journaux décrivent la densité du public, place Dauphine, au-delà, donc quai des Orfèvres, boulevard du Palais, et même jusqu'à la place du Châtelet. L'escalier du palais est noir de monde, la foule est compacte, les quais ressemblent à des fourmilières humaines. Donc on trouve toute la presse décrit tous les jours cette foule. Alors les chroniqueurs tentent de donner une estimation et ils notent des variations qui dépendent du prestige, des personnalités, des témoins. Il y a des personnalités qu'on a envie de voir. Ça dépend du jour de la semaine, si c'est un jour ouvré ou non. Et puis, ça dépend aussi de la météo. Enfin, les chroniqueurs essayent d'analyser les raisons de l'affluence. Alors, il est un petit peu difficile de donner des chiffres.
Parce que les décomptes des journaux, je vais y revenir, sont sujets à caution, puisqu'ils ont peut-être plus ou moins intérêt les uns et les autres à exagérer la foule présente. Mais disons que on pourrait dire que la presse anti-Dreyfusarde et la presse Dreyfusarde tombent à peu près d'accord sur 10 à 20 000. Donc c'est une fourchette un peu large, mais on pourrait dire qu'il y a 10 à 20 000 personnes qui sont là sur la place Dauphine. Et alors Joseph Corneli, dans le matin, le 13 février, écrit un article sur la foule où il reprend justement les théories dont je vous ai parlé et il tente d'écrire un article, contradictoire, un petit nuancé, distancié au moins. Et il note, les reporters vous parlent de 100 000 personnes sans se troubler, ça ne leur coûte rien. Alors en fait, il exagère autant que ses confrères parce que lui, il estime qu'ils ne sont pas plus de 15 000. Donc vous voyez qu'en vérité, il corrobore finalement les estimations de ses collègues. Alors, il faut être prudent. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment la chronique judiciaire, c'est un genre littéraire ou un genre journalistique. Et toujours au début d'une chronique, le journaliste a intérêt à capter son lecteur et donc à montrer l'intérêt du procès qu'il couvre et donc à insister sur le monde. Et donc, il y a une thèse de lettres qui a été soutenue récemment par Amélie Chabrier sur ce genre des journaux et des chroniques judiciaires. Et elle cite un extrait, par exemple, d'une chronique judiciaire parue dans la Gazette des tribunaux en 1826, à propos d'un procès. Dès 8 heures du matin, une foule considérable se presse aux abords du palais de justice. Cette affluence inusitée s'explique par la nature du crime sur lequel le jury est appelé à se prononcer, etc., etc. Donc, vous voyez, dès que les portes sont ouvertes au public, il s'empare de toutes les places qui lui sont attribuées. Donc vous voyez que c'est un genre et que la presse a tendance à toujours à parler de cette affluence. Donc on peut avoir un petit peu de distance peut-être. Elle souligne qu'on trouve toujours la question de multitude, de foule, qu'on dit qu'il n'y a plus de place et qu'on utilise des métaphores, par exemple l'armée ou la marée. Donc vous voyez que ni M. Mélenchon ni M. Philippe n'ont inventé la métaphore de la marée pour décrire la foule. Donc on retrouve ces termes de flot, d'ouragan, etc. dans aussi sous la plume des chroniqueurs de l'affaire Dreyfus, par exemple de la chroniqueuse Séverine, que vous connaissez probablement, et qui écrivait dans un journal féminin et féministe de l'époque qui s'appelle La Fronde. Et elle emploie ces termes, on trouve aussi fourmiliers, grappes humaines. Donc vous voyez, il y a tout un jeu métaphorique, tout un vocabulaire pour décrire cette foule. Alors, les archives de police, est-ce qu'elles permettent d'affirmer ou de confirmer ces chiffres ? Je dirais qu'elles ne se prononcent pas trop. On voit que le nombre est considérable, mais les policiers ne se risquent pas à donner une estimation chiffrée du nombre de spectateurs qui se trouvent devant le palais de justice. Alors, si je dis spectateur, je le dis à dessein parce que c'est vraiment un spectacle. Vous voyez ici, donc ça c'est un peu postérieur puisque c'est du 9 janvier 1999, il s'agit de l'affaire. Donc vous voyez, c'est une caricature de Carandache. Carandache, c'est celui qui a fait avant, après, ils en ont parlé, vous savez, la famille Dreyfusarde, une caricature qu'on connaît bien. Et on voit bien sur la scène, la justice, l'allégorie de la justice avec les yeux bandés, le glaive et la balance. Et vous voyez dans la salle le public qui regarde. Donc on voit dans les 2 premiers rangs ou 3 premiers rangs, on voit des spectateurs qui lisent la presse de l'époque. On peut voir le Figaro, l'Événement, le Temps, etc., etc. Et puis à l'arrière, des hommes dans un costume uniforme. Alors vous voyez que dans les corbeilles et dans les loges, et les baignoires, on aperçoit des femmes qu'on reconnaît à leur fourrure, à leur chapeau, etc. Donc j'en profite juste pour faire une petite parenthèse. Il n'y a pas beaucoup de femmes au moment de l'affaire Dreyfus, qui assistent au procès. Il y en a quand même quelques-unes. Scheurer-Kessner, qui est le vice-président du Sénat, qui est le premier peut-être homme politique à avoir été convaincu de l'innocence de Dreyfus, du moins de l'iniquité du procès de 1894, dans ses mémoires écrit « Des dames, que font-elles là ?» il y avait quand même souvent des femmes dans les publics des procès, mais voilà. Et donc il y a une historienne qui s'appelle Colette Cognier qui a étudié la présence des femmes dans un autre procès à Rennes, au procès de Rennes, et qui montre que la présence des dames, alors particulièrement des dames sur les bancs de la presse, je vous ai parlé de Séverine, mais il y a plusieurs chroniqueuses féminines
enfin femme de ce journal La Fronde qui assiste au procès. Et donc, leurs confrères masculins sont un petit peu perturbés. Elles sont pour eux pas vraiment à leur place. Donc, je la cite, on ne voit en elle que de jolies femmes. Et donc, pour citer, donc, elle cite des extraits de l'époque à propos de Marguerite Durand. Marguerite Durand, c'est la directrice du journal La Fronde. On remarque sa beauté épanouie de blonde tranquille. Et pour Séverine, on souligne sa voix musicale. Et pour Jeanne Brimontier, notre journaliste du journal, on souligne qu'elle porte de belles robes. Mais on ne s'intéresse pas beaucoup aux articles, aux articles que ces dames écrivent. Et donc là, vous voyez que c'est assez caricatural, effectivement. On voit ces messieurs au premier rang, tous uniformes, et puis ces dames en chapeau qui gênent probablement le reste du public. Donc, on reconnaît bien la justice. Donc, on a vraiment un spectacle, donc vous le voyez sur la scène, on pourrait dire un spectacle dans la salle, et vraiment, c'est l'inflation aussi, la foule qui intéresse, qui suscite ce spectacle. Et donc, il y a un chroniqueur qui écrit, par exemple, à 11h, en parlant de la queue, à 11h, elle ne se composait que de pauvres diables attendant la fortune. À midi, transformation complète. Le public d'une réception à l'Académie française. Puisque je vous l'ai dit, au départ, ce sont les camelots qui font la queue, et puis ensuite, le véritable public vient prendre sa place. Alors, réception mondaine, matinée théâtrale, on trouve vraiment tous ces termes dans les chroniques de l'époque. C'est vraiment un spectacle. Et le 11 février, c'est vraiment un divertissement. Les journaux le conçoivent comme un divertissement. Et le journal L'Événement, qui est lu là au premier rang par un de ces messieurs, le 11 février suggère que l'on distribue au public qui se trouve debout des contre-marques pour qu'il puisse sortir de la salle d'audience sans que cette sortie soit définitive. Donc dans l'Aurore, on pourrait lire aussi une chronique. La salle bondée offre le plus curieux aspect. C'est une masse noire où les physionomies se noient, toutes semblables. Sur le noir des pardessus et des chapeaux, seule tranche la note claire des fourrures grises ou blanches ou des chapeaux avec nœuds de couleur ou plumets blancs. Et cette foule s'agite, s'amuse, piaille, gamine en attendant l'heure. De l'affaire Dreyfus, on n'en parle pas. Chacun songe à se caser le mieux possible. On se réjouit de la bonne place usurpée. À des silences relatifs, les cris succèdent. Assis, assis. Des avocats sont juchés sur les poêles, sur les tambours des portes, à 3 mètres de hauteur. D'autres sont assis par terre, au pied de la cour, au pied du jury. Le prétoire est comble jusqu'à la barre des témoins. 200 magistrats se pressent sous le Christ de Bonnat. Il arrive encore par toutes les portes encombrées des témoins, des curieux, des journalistes. Voilà, c'est la foule, c'est une matinée théâtrale, c'est une distraction, mais tous ces termes sont un petit peu anodins pour rendre compte de ce qui est en jeu sur la place Dauphine. La foule manifeste vivement son enthousiasme, désapprobation, et on a vraiment une manifestation qui est violente. Et je vais y venir. Donc je vous cite, avant d'en venir à ce texte-là, Marie-Louise Néron, c'est aussi une rédactrice de La Fronde, et elle écrit « Des cris, des clameurs, des hurlements, des menaces de mort ». Voilà ce qui frappait l'observateur venu hier soir aux abords du palais, pendant que se jouait l'un des actes les plus mouvementés de ce drame qui tient en émoi Paris, la France et le monde. On a vraiment une manifestation très violente. Il y a un fonctionnaire de la préfecture de police qui prétend n'avoir jamais vu dans sa carrière une manifestation de cette sorte, alors même qu'il en a vu dans sa carrière. Il dit « et pourtant j'en ai vu ». Et d'ailleurs, le terme manifestation est choisi probablement à dessein. Il ne s'agit pas seulement d'un public, il s'agit de gens qui viennent manifester leur opinion. Et non pas seulement de contempler en badaud les entrées et les sorties des acteurs du débat, si célèbres soient-ils. Alors comment manifeste-t-on ? D'abord par des cris, c'est le moyen de manifester. Donc les plus courants sont les plus simples, vive l'armée ou à bas Zola, qui sont les plus fréquemment rapportés par les journaux, mais ça peut s'envenimer et être menaçant, et on peut dire allô, à mort Zola. Fréquents aussi sont les cris antisémites, à bas les juifs, mort aux juifs. Alors, il y a quelques contre-manifestations qui crient vive Zola ou à bas l'armée, mais ils sont peu nombreux et il leur en coûte assez cher parce qu'ils s'exposent aux coups de canne et aux coups de parapluie de leurs adversaires. Et les cris de vive la République subissent le même sort. La clameur se double aussi de gestes, d'abord de gestes symboliques. On va brûler des journaux, on va transformer en torches des journaux dreyfusards. Et puis, il y a quelques incidents graves. Alors, le 8 février, et c'est de ça qu'il est question là, le 8 février, donc le deuxième jour, à la sortie de l'audience, Zola est poussé par un mouvement de foule contre les grilles du palais de justice et il est fait prisonnier. Et
les forces de l'ordre parviennent à lui libérer le passage, mais un petit peu in extremis. Et donc, voilà l'extrait. Donc, c'est ici, on y reviendra, c'est un peintre qui s'appelle Henri de Groux, qui a écrit son journal donc, le 9 février 98, au lendemain de l'incident. Donc, le récit est assez long, j'en ai gardé qu'un extrait, mais j'attends qu'il y ait de l'horloge la sortie de la foule qui s'écoule avec animation. Il y a de l'orage dans l'air, mais je vais être bientôt le témoin d'une des scènes les plus ignobles que j'ai vues de ma vie. Zola apparaît soudain sur les marches du grand escalier du palais, entouré d'un groupe d'amis assez compact et poursuivi par les huées d'une bande énorme de gens de tous les mondes. À ces huées répondent les acclamations des amis de Zola. Les Sergots craignent une bagarre et ferment précipitamment la grille de la cour du palais. Il s'ensuit une collision entre partisans et adversaires de Zola, ceux-ci en nombre 10 fois supérieur. Les archives confirment qu'il y a beaucoup plus d'antidreyfusards que de dreyfusards. Tout me fait comprendre et pressentir que manifestement, on en veut à la vie même de Zola et que le but manifeste est de le faire disparaître dans une bagarre de ce genre. C'est honteux. Zola néanmoins veut gagner la sortie de gauche restée entr'ouverte. À ce moment, par une sorte de complicité policière, il est poussé seul dans la rue encombrée de la plus vile populace qui se met à crier à mort, en levant sur lui cannes, gourdins et projectiles de tout genre. Et donc il est sauvé in extremis finalement de l'écrasement en quelque sorte. Donc il va utiliser aussi dans ce texte le terme de cannibale qu'on prête à Zola. Zola l'aurait dit aussi à la fin du procès. Zola lui-même racontera plus tard que toutes les injures et toutes les menaces étaient permises. On n'arrêtait personne et il se plaindra que, comme dans ce cas, la police n'intervienne qu'in extremis, et je cite, à la minute exacte où les choses menaçaient de se gâter. Alors, malgré tout, à la suite de cet incident, de nouvelles mesures de sécurité sont prises. Il y a 100 agents de police qui sont mobilisés rue de Bruxelles, près du domicile de Zola. Et puis, l'écrivain va quitter le palais de justice, non plus par les escaliers place Dauphine, mais il va quitter le palais de justice par des sorties dérobées, ou place quai de l'Horloge par exemple. Mais là encore, la foule guette sa sortie et ça donne lieu à un certain quiproquo. Et par exemple, donc un quiproquo un peu cocasse, d'une certaine manière, le 13 février, mais un quiproquo qui rend bien compte de l'exaspération de la foule. Donc le 13 février, 5 jours plus tard, un coupé sort du palais de justice. La foule, les personnes qui sont là sont persuadées que c'est Zola qui est à l'intérieur. Il y a un attroupement qui se crée, la voiture est secouée, les chevaux sont dételés et puis il s'avère finalement qu'il s'agit de la femme de l'épouse du préfet de police, Madame Blanc, qui était dans le véhicule. Voilà, donc outre Zola, il y a d'autres leaders de la cause qui sont menacés. Le Bois, par exemple, Yves Guyot, qui sont menacés par les vociférations de la foule. Et même quelques personnes qui s'aventurent à crier leur soutien, donc qui sont malmenées par les antidreyfusards. Un dernier incident, donc je reviens un petit peu en arrière parce que c'est le 11 février, c'est assez confus. Pendant la première suspension de séance, donc à 14h40 très précisément, il y a des avocats qui acclament dans la galerie de Harley, il y a des avocats qui acclament Picard en criant vive Picard. Donc ça crée une vive émotion dans les rangs de l'armée. Les militaires ils voient une provocation et le bâtonnier est obligé de venir saluer le général Gons pour s'excuser de l'attitude des avocats. Donc, et le lendemain il va y avoir la circulation d'une pétition d'avocats pour faire témoigner de sa fidélité à l'égard de l'armée. Et certains journaux prétendent, même des juges, que c'était des faux avocats, qu'ils étaient affublés d'une robe d'avocat. Donc il y a un débat dans les journaux pour savoir si tous étaient faux, seulement certains d'entre eux étaient faux. Bref. Alors, donc une violence et puis surtout une haine antisémite vraiment qui ne s'arrête pas au cri. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs personnes supposées juives qui sont menacées. Donc, il y a un homme qui est tombé à terre à cause d'un mouvement de foule et qui est ainsi roué de coups. On lui crache à la figure. Et il y a aussi une femme qui est menacée d'être jetée à l'eau parce que, au cri de « c'est une juive ». Et la violence antisémite se répand d'ailleurs bien au-delà de la place Dauphine, puisque certains commerces de la rive droite voient leur vitrine brisée par la foule revenant du palais de justice. Et cette violence, elle est particulièrement vraie le 23 février, le jour du verdict, où les cris de mort aux Juifs résonnent très souvent.
Clémenceau en 1906, au moment de la panthéonisation de Zola. Il se souviendra de ce moment-là et il écrira « J'étais là quand il a été condamné, nous étions 12, et je l'avoue, je ne m'attendais point à un pareil déploiement de haine. Si Zola avait été acquitté ce jour-là, pas un de nous ne serait sorti vivant. » Voilà, le 6 mars 98, le petit journal, voilà les militaires acclamés après le verdict du 23 février. J'en viens à ma deuxième partie parce qu'on voit vraiment qu'il y a une fébrilité autour de ce procès et ce qui m'intéresse maintenant, c'est la façon dont les journaux, j'ai cité plusieurs extraits de journaux, mais la façon dont ils vont utiliser à des fins argumentatives l'existence de cette foule. C'est vraiment une fébrilité. Alors, je commence par vous citer un commentaire encore de Séverine. C'est le cas de dire qu'il n'y a plus ni homme ni femme, mais une masse compacte, n'ayant qu'un seul cerveau et un seul cœur pour participer à l'action dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Donc, elle écrit ça alors qu'elle est dans un café de la place Dauphine et elle n'a pas pu rentrer dans la salle d'audience. Et il me semblait que c'était très symptomatique de cette idée qu'on se fait de la foule et du public à l'époque, puisque vous voyez, on a vraiment une foule où les individualités, les opinions individuelles disparaissent. Elle l'écrit, il n'y a plus ni homme ni femme, mais une masse compacte n'ayant qu'un seul cerveau et qu'un seul cœur. Et en même temps, on a aussi l'idée de ce public qui est démultiplié par les journaux, puisque c'est une action dont le centre est partout et la circonférence nulle part. On ne sait pas où cette foule s'arrête finalement. Alors, le procès, c'est un procès, j'écris un procès grand public, effectivement, au-delà des enjeux du procès lui-même, les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards s'inquiètent de l'influence que ce procès va avoir sur l'opinion plus largement pour l'affaire Dreyfus. Donc, dès la première audience, Laborie, l'avocat de Zola, écrit que ce procès dit que ce procès se plaide devant la France entière. Donc il y a deux inquiétudes. D'abord sur la tenue et l'issue du procès, puisque on craint que ça influence les jurés. Donc le président prévient d'emblée que le public ne doit pas intervenir. Il menace de faire évacuer la salle parfois quand elle est trop bruyante. Et Laborie écrit aussi qu'il craint que les jurés soient impressionnés par ce monde et que ça influe évidemment sur leur jugement, qu'ils soient impressionnés par la lecture de la presse. Et il lit des extraits de la Libre Parole, un journal très violemment antisémite, pour montrer que ça a une influence sur les jurés. D'ailleurs, plus tard, le chef celui qui dirigeait les jurés va dire que oui, peut-être, 2 jours après le prononcé du verdict, que ce serait souhaitable qu'il y ait une révision néanmoins du procès Dreyfus et ça va susciter un tel tollé qui va un petit peu revenir sur cette affirmation. Mais plus largement, donc, c'est sur la suite de l'affaire, sur le public, qu'on s'inquiète. Donc, je vous ai dit qu'il y avait vraiment une immergence de cette psychologie des foules et que l'affaire était vraiment pour Gabriel Tarde ou Scipio Seguel notamment un cas d'étude. Et ces études, je vous l'ai dit, sont reprises dans la presse au moment du procès et font du procès Zola vraiment un cas d'étude. Donc il y a une multiplication des publications qui relatent le procès, qui font des comptes rendus d'audience et même qui relatent ce qui se passe autour. Donc on trouve beaucoup d'articles dans la presse. Dans la presse, souvent en une, il y a un premier article qui raconte qui reprend les témoignages, qui raconte ce qui s'est passé à l'audience, et puis un deuxième article qui raconte ce qui se passe place Dauphine. Donc on trouve des impressions d'audience, il y a des chroniques, donc impressions d'audience avant le procès, autour du palais, galerie de Harlay. Toutes ces chroniques témoignent en fait de l'intérêt du public, des lecteurs, pour non seulement ce qui se passe dans le prétoire, mais ce qui se passe autour du prétoire. Et les journaux Dreyfusards, quant à eux, vont s'efforcer de publier des comptes rendus in extenso pour convaincre leurs lecteurs. Donc, par exemple, il y a un cahier supplémentaire dans Le Siècle, dans l'Aurore, dans Le Radical, dans La Petite République, dans Le Rappel, il y a des rééditions chez l'éditeur Stock dans les semaines qui suivent. On essaie de donner la plus grande publicité possible à ce qui s'est passé dans le procès pour convaincre plus largement. Et ici, je vous ai mis un bandeau qui paraît dans l'Aurore. Donc, vous voyez le procès Zola devant la cour d'assises de la Seine, offert par l'Aurore gratis pour les abonnés. Donc, on voit qu'il y a une diffusion très large par la presse. Et si on distingue les journaux Dreyfusards et anti-Dreyfusards, on va voir qu'il y a vraiment 2 modèles de démonstration qui sont à l'œuvre.
Donc, au-delà de la description, l'affluence, la ferveur du public pour le procès, la violence des foules sont repris comme des éléments mobilisateurs dans 2 registres argumentatifs différents. Les partisans de Zola et ses opposants se rejoignent dans un même discrédit de la sincérité de la clameur adverse, mais ils vont l'utiliser dans des fins argumentatives différentes. Donc, les 2 camps s'accusent réciproquement d'acheter des camelots, de recruter des camelots pour faire du bruit. Donc ça, on le trouve à la fois dans l'Aurore, par exemple, au lendemain de l'incident le 12 février, par exemple, dans l'Aurore, on voit une scène de recrutement de camelots pour crier à Zola, par exemple, ou dans l'Intransigeant, qui est un journal nationaliste. Donc, je vous décris la scène. Il y a une scène très grossièrement antisémite où on voit un recruteur au nez busqué, portant une pelisse de fourrure et les bras chargés de bijoux, qui aurait proposé 10 francs à 3 types pour crier « Vive Dreyfus ». Mais on retrouve aussi dans des journaux, dans la presse populaire, des journaux qui veulent garder une certaine neutralité, disons. Donc dans Le Matin, par exemple, c'est pas un journal dreyfusard, mais c'est un journal moins violemment anti-dreyfusard que l'Intransigeant. Il rapporte une anecdote, donc dès le 8 février, donc ça, c'est pour le premier jour d'audience. Donc la veille, donc le jour de l'ouverture du procès, un industriel ayant besoin de bras se serait rendu dans un café où d'habitude les camelots ont leurs habitudes pour recruter. Or, mais il n'y avait personne. Pourquoi ? Parce que la moitié d'entre eux, on lui apprend que la moitié d'entre eux avaient été recrutés pour crier « Abat Zola » contre 5 francs et un repas, et l'autre moitié pour crier « Vive Zola » pour 7 francs, mais sans le repas. Donc, le journaliste ironise sur l'appétit plus ou moins grand des dreyfusards et des anti-dreyfusards. Alors, est-ce que c'est vrai ? C'est difficile de dire. Donc, si on regarde les archives de police, on voit que les sources de police se font l'écho de ces rumeurs, mais sans vraiment les confirmer. On a même un rapport daté du 16 février 1998 qui met en doute l'existence de ces pratiques. Donc, il rend compte d'une surveillance exercée dans un bar de la rue Lagrange au sujet de l'embauchage des camelots. Un bar, donc, retient plus particulièrement l'attention parce qu'on a vu un individu arriver en voiture de maître, s'arrêter devant ce bar, et donc on le suspecte de recruter. Et le commissaire de police conclut ses investigations en affirmant qu'il n'y a pas plus d'embauchage que dans d'autres bars, parce que ce beau monsieur venu se présenter dans ce bar louche était venu en fait pour acheter le bar, donc pas du tout pour recruter des camelots. Bref, au-delà de cette condamnation commune des méthodes de recrutement, la presse est partagée en ce qui concerne l'écrit, la foule, la clameur, et je vous l'ai dit, choisi de registres différents qu'on pourrait un peu grossièrement requalifier selon une opposition qui, de manière plus générale, caractérise les débats concernant l'affaire, l'opposition de la pensée et de l'action, de la science et de l'instinct, de l'intellectuel et du patriote. La presse nationaliste se réjouit de ce qu'elle considère comme un succès. C'est une démonstration de force, donc vous le voyez là, elle encourage les manifestants de manière très violente. Oh, la belle journée pour les bons Français, s'exclame la libre parole le 19 février. En plein Paris, 2 juifs ont failli être lynchés sur les marches de la galerie du Harlay. 2 autres ont été à moitié assommés. Dans les couloirs et sur la rue, d'autres juifs et plusieurs dreyfusards ont été vigoureusement houspillés. Donc, et voilà la belle journée. Donc cette violence de ton, elle est familière de Drummond, mais au-delà, les adversaires de Zola valorisent dans la présence de cette foule une forme d'élan patriotique, une ferveur populaire, et finalement c'est la sentence du peuple. Le monde est là, le peuple est là, et le peuple soutient les anti-dreyfusards. Donc là, je vous ai mis le pilori en couverture, vous voyez la débâcle. Zola plaignait son pauvre sort, donc vous voyez qu'il est dans le cercueil qui va au dépotoir. Il y a un article de l'Éclair le 20 février qui fait écho en fait à cette caricature, puisqu'il se réjouit de l'effondrement de Zola. En fait, on se réjouit parce qu'il est apparu un petit peu la tête vide, la tête basse, voûtée, et il n'a plus le torse bombé, c'est l'expression qui est choisie, qu'il avait au premier jour d'audience. Finalement, l'article se conclut ainsi: il avait enfin l'air de comprendre qu'on ne brave pas impunément un peuple entier. Donc là, les journaux anti-dreyfusards, ce qu'ils
qu'ils veulent démontrer avec la présence de cette foule, c'est que le peuple entier est là, que le peuple approuve la condamnation de Zola et donc ils sont satisfaits. Même Paul de Cassagnac, qui a assez tôt douté en fait de la culpabilité de Dreyfus, écrit, il est moins haineux, il regrette les rumeurs sauvages, mais il les considère préférables au silence complet. Il écrit les clameurs, les huées, les menaces qui s'élèvent sur le passage des apologistes de la trahison et des défenseurs du traître et que je n'approuve pas, que je blâme avec la plus véhémente énergie, sont pourtant excusables, en ce sens qu'elles témoignent de la vitalité d'une autre foi qu'on voudrait détruire, la foi dans la patrie. Donc la présence de cette foule, c'est la ferveur patriote et on la soutient. Alors la presse dreyfusarde condamne quant à elle les excès de la foule, mais elle les utilise à rebours dans son argumentaire et choisit donc la stratégie adverse, celle du respect de la légalité, de l'ordre. On peut la voir, cette réprobation de la foule, dans ce tableau. C'est Henri de Groux, dont je vous ai lu tout à l'heure le témoignage au lendemain, datant du jour où Dreyfus a été poussé contre les grilles. Et donc vous voyez qu'on voit là, on reconnaît Zola, vous le reconnaissez à ses lunettes, à son monocle, à son chapeau, et il est tout en blanc. Et vous voyez qu'il est vraiment assailli par la foule. Une foule compacte, avec les cannes levées, et il y a un homme, vous voyez, qui est blessé à terre. Et vous pouvez voir même au premier rang la présence des chiens. Donc c'est vraiment une métaphore qu'on trouve très couramment dans la littérature de l'époque sur la foule. La foule, elle est animale. Et donc là, on voit bien que la meute, on retrouve ce mot souvent pour la foule. La foule s'est transformée en meute et les hommes sur la place sont transformés en chiens. Donc les sauvages, je vous ai dit tout à l'heure, qui étaient déjà accusés au moment de la dégradation de Dreyfus, il s'agit de dénoncer la sauvagerie à l'œuvre et de faire l'apologie de la raison contre cette sauvagerie. Et la presse va s'insurger, la presse dreyfusarde va s'insurger contre le passage de la justice du prétoire dans la rue. Et on redoute donc que la rue empêche le cours normal de la justice. On considère que la foule est vociférante, qu'elle est irréfléchie. Et on s'attaque à ceux qui, en dehors des grilles, ne savent rien de ce qui se passe au prétoire, qui n'ont aucun élément sérieux pour asseoir une conviction. Et à ça, on leur oppose l'examen méthodique et intellectuel des pièces, des preuves, des témoignages, et on leur propose donc la lecture in extenso des débats pour changer d'opinion. D'ailleurs, l'Aurore enjoint ses lecteurs à ne pas répondre à la provocation de la foule. Voilà, donc je voulais, à nos amis, vous voyez là le texte, je l'ai réécrit dessous. La libre parole et l'intransigeant publié hier en caractère énorme un appel aux Français qui constitue un véritable appel à la guerre civile. À cet appel, nous n'avons qu'une chose à répondre, restez chez vous. Peu importe les cris que pousseront ici ou là des énergumènes payés ou non payés, ce n'est pas dans la boue des rues que la bataille actuelle doit avoir lieu, c'est devant le jury. Ce n'est pas à coups de poing que la lutte contre l'injustice et le mensonge doit se poursuivre, c'est à coups de preuves et d'arguments. Restez chez vous, restez chez vous. Et ils font référence effectivement à un texte qui est plus ambigu qu'il n'est prétendu. La population parisienne est confiante dans le jury de la Seine pour faire justice des insulteurs de l'armée. Elle considérera comme un devoir de rester absolument calme pendant le procès qui va s'ouvrir, écrit la libre parole, mais prend prétexte de rumeurs sur les corruptions, sur l'argent juif. La population parisienne et patriote ne supporterait pas de telles provocations. Elle fera elle-même sa police. Et donc ce texte est signé d'une trentaine de nationalistes. Néanmoins, si ce mot d'ordre, s'il préconise la retenue, n'est pas pour autant un appel à la réserve pour les défenseurs de Zola, la clameur de la foule qui se trouve place Dauphine ne doit pas être confondue avec l'ensemble de la population. Elle ne doit pas être confondue avec la voix des Français. Et on les désigne comme des innombrables gobeurs à qui la presse a fait un cerveau en parchemin. Donc vous voyez, il s'agit de s'adresser à une opinion éclairée, raisonnée, capable de réfléchir et de se distinguer de cette foule vociférante. Ici, une caricature parue dans le Sifflet, le journal Dreyfusard, le 17 février 1998, vous voyez, comme un seul homme contre un seul homme, on retrouve cette même idée d'une foule compacte, irréfléchie et suggestionnée. Alors cette position en fait des Dreyfusards, elle, d'une certaine façon,
Elle renvoie à un paradoxe du mode d'interpellation des défenseurs du capitaine Dreyfus. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit à la fois, d'une part, de favoriser la publicité des débats, de s'insurger contre le huis clos. Et finalement, quand Zola écrit « J'accuse » à la une de l'Aurore, c'est une forme de clameur qui paraît dans le journal. Mais c'est un cri de justice, c'est un cri tonitruant. Mais en même temps, il y a une défiance à l'égard de la rue, à l'égard du nombre, à l'égard de des débordements de la foule qui menacent l'ordre républicain. Je vous cite encore un extrait de Pierre Baudin qui résume bien ce paradoxe dans La Lanterne. En réalité, on essaye avec cette clameur persistante de faire sur le procès en cours une sorte de huis clos prodigieux en déterminant des citoyens à se fermer les yeux et les oreilles par patriotisme. Donc le procès Zola, il est né de la volonté de l'écrivain de faire sortir le cas Dreyfus du huis clos et en même temps d'en faire un enjeu médiatique, d'en faire un enjeu républicain, mais c'est précisément l'ampleur de l'auditoire que ce texte a provoqué qui fait écran entre la justice et l'opinion vraie, la vraie justice. Et donc l'Aurore, par exemple, se distingue, déplore la foule qu'on veut tromper, la foule désorientée, et revendique sa propre conduite. Ici, nous reproduirons loyalement les dépositions de tous les témoins, quels qu'ils soient et quoi qu'ils disent. Notre force est dans la vérité, nous espérons dans la justice. Mais la presse dreyfusarde ne veut pas non plus stigmatiser l'opinion populaire qu'elle voudrait gagner et elle ne veut pas prêter le flanc à une critique qu'on trouve très souvent dans les journaux populaires et dans les journaux anti-dreyfusards, c'est-à-dire que ce seraient des intellectuels et que le vrai peuple serait patriote. Donc il s'agit vraiment de distinguer la foule vociférante du vrai peuple parisien. On le lit, mais il faut le répéter, la population parisienne, celle qui pense et qui travaille, ne saurait être confondue avec la foule qui se précipite avec des cris sur Zola montant en voiture. Et les travailleurs qui se taisent et observent feront profit des événements actuels. Le vrai peuple, celui qui travaille, se sentirait insulté dans son fier et douloureux labeur par ce lazaronisme de trottoir. Donc à la réaction spontanée, à la demande immédiate de justice, au cri patriotique, les dreyfusards opposent la réflexion, au cri de la foule, l'argumentation, et vraiment, ils vont essayer de poursuivre leur travail d'information et d'éducation. Alors, je finirai avec ça. Cette stratégie n'est pas que le fait de la presse. En effet, pendant son procès, il y a des dizaines de Français qui écrivent à Zola pour le réconforter face à l'adversité et pour l'assurer de leur soutien et de leur conviction. Donc, j'ai mis ici quelques extraits. On voit qu'il y a à la fois de la consternation et de la compassion et de l'admiration. Donc, mon cœur se soulève de dégoût devant les infâmes attaques dont vous êtes l'objet. Donc, ça, c'est à la veille du procès. Vous voyez que dans le texte, il est question de meute aboyante. Donc, on retrouve ces termes stigmatisant la foule. Donc, il y a cette consternation, il y a cette dénonciation de la foule avec le même vocabulaire. Il y a aussi la volonté d'en être. Donc, on dénonce l'infâme suprématie de la brutalité sur la pure raison et sur la justice. Mais nous vous affirmons encore que nous sommes du nombre de ceux-là, c'est-à-dire de ceux qui sont convaincus de l'innocence de Dreyfus. Et on suggère finalement... On adopte les méthodes intellectuelles. Vous voyez ce médecin parisien qui a écrit à Zola. Voulez-vous permettre à un de vos admirateurs une observation à propos de votre procès ? La plupart des journaux vont en donner un compte-rendu tronqué où ils supprimeront tous les passages importants. L'Aurore et la sélection des journaux suspects. Ne pourrait-on pas vendre dans la rue séparément le compte-rendu complet du procès ? Donc vous voyez que ces inconnus, en fait, convaincus de l'innocence de Dreyfus, admirateurs de Zola, vont reprendre à leur compte la dénonciation de la foule et la méthode intellectuelle. Ils vont dénoncer les cris, ils vont dénoncer la bestialité, ils vont dénoncer la meute aboyante, et puis ils vont faire leur la méthode intellectuelle, celle qui consiste à rechercher des preuves. D'autres exemples ici. On voit que finalement c'est bien certains témoignent de leur processus de conviction et réconfortent et renforcent ainsi la méthode intellectuelle. Donc vous voyez, le premier, c'est un docteur en droit. Dans son esprit, s'est fait un revirement qui a procédé par étapes successives. Donc il montre bien comment sa réflexion a progressé petit à petit. Et il dénonce aussi la foule. On retrouve le « je m'honore d'en être », c'est-à-dire on est aussi en Dreyfusard.
et François Lannéry. Donc ça, c'est un habitant de Mâcon qui écrit « Pour moi, ma conviction s'est faite en lisant le compte rendu du temps, dans le temps. » Donc vous voyez bien que la méthode intellectuelle, en gros, on dit la méthode intellectuelle, elle marche. Il suggère, lui, pour payer l'amende, de faire une souscription publique. Alors ce François Lannéry, moi j'ai étudié les lettres adressées à Dreyfus et à Zola pour ma thèse, et ce François Lannéry, c'est vraiment un Dreyfusard très actif. Il va commander des brochures pour les distribuer dans sa ville, il va relever des arguments dans la presse locale pour les envoyer aux différents Dreyfusards. C'est vraiment un Dreyfusard local, si vous voulez, à Mâcon, qui va reprendre à son compte toute la méthode intellectuelle, tous les moyens de conviction. Voilà, et donc pour ces Dreyfusards, c'était pour dire j'en suis. C'est aussi une façon, on pourrait dire, de s'identifier. Finalement, c'est plutôt flatteur de se distinguer de la foule et de s'associer aux intellectuels. Ils vont reprendre, ces Dreyfusards, le geste intellectuel en signant des pétitions aussi. Et donc vous voyez, dans le sifflet, ici on ironise les opinions de monsieur quelconque. Je ne sais pas comment cela s'est fait, mais je suis toujours l'opinion de la majorité. Donc vous voyez qu'on voit au fond le palais de justice. Ce monsieur quelconque, il ne réfléchit pas. Et les lecteurs de la presse dreyfusarde, quant à eux, réfléchissent. Voilà, un dernier exemple, Eugène Martin, qui écrit de Marseille, donc le 14 septembre 1999. « Je ne vous ai vu qu'une fois lors de votre procès. À un moment, un remous de la foule m'a porté à 2 pas de vous. Je vous ai vu calme au milieu des vociférations de cannibales immondes. Et alors, dans un moment de révolte, j'ai crié désespérément un cri de justice et je vous ai acclamé. M'avez-vous entendu? Ce cri de « Vive Zola, vive la justice » sera l'honneur de toute ma vie, je vous le jure. Hier, quand j'ai appris l'affreux verdict, alors là, il s'agit, comme c'est en septembre, il s'agit du verdict du procès de Rennes, le verdict de honte et de lâcheté, ma première pensée fut pour Dreyfus, ma deuxième pensée fut pour vous. Et plus loin dans la lettre, je vous en supplie, maître, vous qui avez une arme redoutable, votre plume, criez pour nous, agissez pour nous. Donc il ne s'agit pas de crier vraiment sur la place, mais de crier par sa plume. Frappez pour nous les inconnus qui brûlons de ne pouvoir être dans la mêlée. Vous me direz que nous pouvons, chacun dans notre sphère, combattre par la parole pour la bonne cause. Oui, je sais, c'est encore une belle tâche et je vous jure que je m'y suis dévouée corps et âme. Et à la fin, dites-lui bien qu'il y a par la France des jeunes gens qui sont de cœur avec lui, des gens qui lui envoient leurs encouragements et qui ont confiance malgré tout dans la justice de la patrie. Et cette confiance dans la justice de la patrie, elle se distingue donc des cris sur la place. Voilà, donc Zola est condamné le 23 février, il est condamné à la peine maximale et le procès sera renvoyé à Versailles avec quand même un petit peu moins d'agitation. Je conclus simplement en disant que effectivement on voit bien que la rue est un acteur de la justice. On a vraiment là un procès public et vous voyez que l'argumentation dreyfusarde, elle repousse, elle rejette les cris, elle rejette la foule, mais elle tente aussi de conquérir une opinion publique au-delà des cercles intellectuels qui sont les premiers convaincus. Et c'est un drame. Le procès quand même, c'est la Bible. Je vous ai dit en introduction que Zola disait c'est la Bible à partir du procès. C'est vrai que le procès va marquer les esprits d'inconnus qui dit voilà, ce sera l'honneur de ma vie d'avoir crié vive Zola. Il y a des gens qui appellent qui appellent leurs animaux domestiques Émile et Zola par exemple. Enfin, on trouve des exemples un petit peu cocasses dans les correspondances, mais voilà, c'est aussi un exemple ici. Proust a assisté à ce procès et donc on retrouve le témoignage de ce procès dans Jean Santeuil. Il raconte les audiences qui l'ont très fortement marqué et le personnage de Bloch dans La recherche du temps perdu raconte lui aussi ce procès donc, qui a marqué ceux qui ont assisté et ceux qui pouvaient en lire le compte rendu dans les journaux. Voilà, je m'arrête là.